Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Et oui, c'était Édouard Philippe qui citait Anatole France. Anatole France qui a prononcé un discours extraordinaire le 9 avril 1916 à la Sorbonne pour après le premier anniversaire du génocide arménien, le premier génocide en 1915. Et ils étaient là, il y avait Anatole France, il y avait Charles Péguy, il y avait tous ces gens qui étaient vraiment des sentinelles de liberté et qui avaient à l'époque déjà tenté de dénoncer les massacres perpétrés contre les Arméniens, parce que c'est pas 1915, hein. Ça a commencé en 1894. Et il y a eu à la Chambre des députés en France plusieurs interventions, Jaurès notamment, etc. Et voilà, plus d'un siècle après, ce n'est pas heureusement de la même ampleur, mais il se passe des choses. Il se passe que les guerres dans l'Artsakh, guerres dans le Haut-Karabakh, entre l'Azerbaïdjan, la Turquie, et voilà. C'est-à-dire que en fait, c'est pas fini pour ce peuple arménien. Ça continue autrement, mais ça continue, et on va en parler. Charles Aznavour, ils sont tombés, une chanson qui est devenue une chanson culte d'ailleurs, et pas seulement pour les Arméniens, une magnifique chanson. Voilà, et pour dire ils sont tombés, ils étaient 1,5 million à tomber, à périr en avril 1915. Et effectivement, c'est un pays, on peut dire un pays martyr, un pays à large majorité chrétienne. D'ailleurs, vous avez fêté, je crois, le Noël arménien le 6 janvier, absolument. Le 6 janvier, c'est ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que c'est ? C'est un pays qui tente de se reconstruire après la guerre qui l'oppose à l'Azerbaïdjan. Il y a eu un cessez-le-feu le 9 novembre, mais enfin, c'est pas fini. Les tensions perdurent, on va en parler. Et on va en parler avec vos deux invités, Céline. Oui, effectivement, on va en parler sur Sud Radio jusqu'à 14h. Et pour comprendre, effectivement, ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, André Berkoff, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Christophe Buisson, qui est directeur adjoint du Figaro Magazine et qui s'est rendu à plusieurs reprises, donc en Arménie, pour couvrir cette guerre et pour tout savoir sur l'histoire de la diaspora arménienne. Nous avons le plaisir aussi de recevoir Corinne Zarzavadjian, qui publie donc avec son frère Richard l'Arménie et les Arméniens de A à Z aux éditions Grund. Alors bonjour à tous les deux. Jean-Christophe Buisson, racontez-nous ce qui se passe et ce qui s'est passé dans l'Artsakh depuis le 27 septembre dernier. Alors depuis le 27 septembre, il s'est passé une guerre à bas bruit, comme on dit. C'est une guerre qui n'a pas fait beaucoup de bruit parce qu'elle n'était pas d'une ampleur démesurée. Elle n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias parce qu'elle était loin, 4000 km de Paris, parce qu'il se passait beaucoup de choses dans le monde à ce moment, notamment une élection américaine assez mouvementée, notamment la crise de la Covid et notamment le Brexit. Tout ça a fait que on s'est dit c'est un conflit de plus, un conflit territorial entre deux pays, ce qui n'est pas exactement vrai d'ailleurs, parce que c'est entre 3 pays, même entre 4 pays cette guerre. Pour aller très très vite, l'Arménie aujourd'hui, c'est une république de 3 millions d'habitants qui représente à peu près 10% de ce qu'était le royaume d'Arménie au Moyen-Âge, 10% de son territoire. Vous imaginez la taille que faisait l'Arménie. Vous avez évoqué le génocide en 1915 qui a réduit considérablement ce territoire à cette petite Arménie. Et puis une portion, un territoire qui est très arménien, qui est 95% arménien, qui s'appelle l'Artsakh en arménien, et le Haut-Karabakh. Karabakh, ça veut dire le jardin noir en turc, qui est enclavé à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un pays à majorité musulmane, turcophone. Ce sont des Tatars de Crimée qui sont installés là pour la plupart, qui sont assez proches de l'Iran géographiquement. L'Iran, d'ailleurs, une grande minorité de 15 à 20 millions d'Azéris dans le nord du pays, mais ils sont turcs. Et si vous regardez une carte géographique, parce que le conflit s'explique notamment par ça, vous avez une population turcophone qui part de Istanbul jusqu'au Xinjiang, là où vivent les Ouïghours, qui sont plutôt mal considérés, comme vous le savez, par les Chinois. Et donc vous avez un long couloir comme ça, d'une population turcophone, mais ce couloir, il y a un moment donné, il est bouché par quelque chose. Il est bouché par l'Arménie. L'Arménie empêche le couloir turcique d'exister, passant par le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, etc. Et ça, c'est une obsession de M. Erdogan depuis des années, de réaliser un couloir continu. Et le bouchon, il faut le faire sauter à un moment donné. Et comment le faire sauter ? Par un conflit. D'où l'origine du conflit. La longue origine du conflit, c'est ça. L'origine plus courte, c'est quoi ? C'est cette région de l'Artsakh
a été l'objet d'une première guerre entre 1991 et 1994. Au moment où l'URSS s'est délitée, cette région de l'Artsakh avait été désignée par Staline en 1921 comme étant une enclave arménienne au sein de la République socialiste d'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, vous avez une République socialiste d'Azerbaïdjan qui est ethniquement homogène, musulmane, turque, et au milieu, on colle ce petit bout de terre arménienne depuis longtemps. Dans cette région, vous avez des monastères encore en état du 4e siècle, du 6e siècle, du 7e siècle, du 12e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est la Touraine, hein, c'est le Kosovo pour les Serbes, si vous voulez, là-bas. Donc c'est vraiment une terre arménienne. Et Staline, qui est un gros malin, divisé pour mieux régner, il colle une enclave arménienne au milieu de l'Azerbaïdjan, pour éviter que l'Arménie soit trop forte. Parce que l'Arménie a eu le toupet de vouloir renverser le régime soviétique qui venait de s'installer en 1921. Bon, je passe. 1991, tout ça se délite. La Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie réclament leur indépendance de l'Union soviétique. Bien sûr. Ils l'obtiennent. Au sein de chacun de ces États, il y a des républiques autonomes. C'est le millefeuille soviétique. Et l'Artsakh, 95% d'Arméniens, dit nous aussi, on veut être indépendants. Indépendants de l'Azerbaïdjan, qui elle-même est devenue indépendant de l'URSS. Et l'Azerbaïdjan dit hors de question. Et attaque l'Artsakh. À ce moment-là, l'Arménie intervient, guerre, et c'est l'Arménie qui gagne. Et l'Arménie gagne quoi? Un cessez-le-feu en 1994 qui décide que cette Artsakh est toujours à l'intérieur des frontières azéries, mais est indépendante. Reconnue par personne, mais indépendante, autonome, mais reliée par un petit corridor. Pas reconnue. Enfin, je n'ai pas reconnue officiellement. Le problème, c'est que l'Arménie, en faisant cette guerre, en gagnant cette guerre contre l'Azerbaïdjan, conquiert aussi une partie du territoire qui est entre ce Haut-Karabakh et l'Arménie, qui sont des districts qui, en théorie, appartiennent à l'Azerbaïdjan, et les occupe. C'est là où vous avez des centaines de milliers d'Azéris qui rentrent en Azerbaïdjan, déplacement de population, et depuis, ces régions sont pas très remplies. Les Arméniens ne sont pas repeuplés, ils ont pas fait un ethnicide, ils n'ont pas repeuplé ces régions. C'est une région un peu tampon qui les protège. Et ce qui s'est passé le 27 septembre, simplement, c'est que l'Azerbaïdjan a décidé de reconquérir, ça c'est la version officielle, ces districts qui, en théorie, lui appartiennent. Et a déclenché une guerre sauvage, une guerre violente que l'Arménie a pensé pouvoir gérer, notamment avec l'ombre de la Russie pas très loin, et n'a pas du tout bien géré, pour une raison très simple, c'est que l'Azerbaïdjan n'était pas seul. L'Azerbaïdjan était commandé par des militaires turcs. On sait maintenant que ce sont 3 généraux turcs qui ont pris en main la guerre, avec des drones ultra performants, des satellites de surveillance, des drones d'attaque, des drones de surveillance. On les a vus, c'est terrible, hein, les drones au-dessus de vous, ça fait un bruit, c'est comme un avion, puis vous savez pas s'ils vont tirer dessus ou juste vous surveiller ou photographier. Et oui, ce qui est terrible, c'est que face à ces drones, les Arméniens avaient des armes de 14-18. Oui, c'est ça, c'était des tranchées, ils étaient dans des tranchées, on a visité les tranchées avec des bouts de casseroles pour faire du bruit quand les ennemis arrivent, comme en 14-18, avec des armes. À un moment donné, on était dans une tranchée, et on observait les lignes azéries et les djihadistes, parce qu'il faut en parler aussi, les Azerbaïdjanais ont utilisé via la Turquie 3500 djihadistes venant de Syrie par Gaziantep, par la Turquie. Style ancien Daesh, vous voulez dire? Et bien sûr, c'est l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, vous savez, il y avait un peu de tout à l'intérieur. Et on les a amenés, on a dit, vous avez $100 par Arménien tué, et puis après on vous installera dans la région avec votre famille, si vous voulez, tranquillement. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, on leur offre une maison, une nouvelle identité, la totale. Exactement, dans ces régions-là conquises. Et à un moment donné, on était dans une tranchée, donc on observait, on nous donne des jumelles, puis jumelles qui ressemblent à rien, on dit, mais c'est quoi ces jumelles? Et on dit, c'est la paysanne qui habite là à côté, où on a installé notre campement, c'est les jumelles avec lesquelles elle surveille ses troupeaux. Et vous avez ça d'un côté, et des gosses, des types de 20 ans qui n'ont jamais fait la guerre, qui savent à peine tenir un fusil. Et en face, vous avez des roquettes, des missiles, des bombes à sous-munitions, des bombes à phosphore qui, soi-disant, sont là pour détruire les forêts, pour permettre aux chars d'avancer. Mais s'il y a des dégâts collatéraux, on s'en fiche. Et les dégâts collatéraux, je les ai vus dans les hôpitaux, des jeunes, des gamins qui sont brûlés à 80% de leur corps, qui s'ils survivent, seront infertiles, parce que le phosphore, ça fait ça comme effet. Des bombes avec de la poussière de métal, c'est d'un vice absolu. C'est des bombes, quand vous recevez un éclat de métal, un éclat de missile ou d'obus, et en fait, on vous le soigne, on vous l'enlève, on vous soigne, on referme la plaie, sauf qu'il y a de la poussière qui est invisible, qui reste à l'intérieur. Et un mois après, moi quand j'étais en début novembre, c'était des blessés d'octobre qui revenaient à l'hôpital, alors qu'ils étaient rentrés chez eux, parce que gangrénés, parce qu'il fallait amputer le bras, parce qu'il y avait cette poussière de métal. Donc il y a eu l'utilisation des mercenaires, des sous-munitions qui posent des mines, en fait, on ne sait pas où, du phosphore, tout ça, c'est interdit, et tout ça, ça a été fait dans le silence quasi total. Et des autorités politiques assourdissant des médias. Corinne, justement. Oui, Corinne Zarzavadjian, donc vous qui êtes d'origine arménienne, effectivement, comment qualifier ce conflit?
Alors, ce conflit qui a commencé le 27 septembre, pour nous, ça a été un choc. C'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. Ça a été un effroi, un cataclysme. Alors, c'est vrai qu'on est habitué par le passé à avoir des violations de cessez-le-feu par les Azéris, mais là, tout de suite, on s'est rendu compte que c'était une autre dimension. C'était pas pareil. On s'est tout de suite rendu compte que là, ce qui se passait, c'était l'attaque des civils. On bombardait les civils. On a bombardé les maternités, on a bombardé les hôpitaux, les écoles. On a bombardé ce qui représentait le symbole de l'identité chrétienne arménienne, à savoir les monastères. Je pense notamment au monastère de Chouchi, qui est vraiment du Saint-Sauveur, qui est vraiment ce qui représente pour nous c'est un des plus grands. Quand d'ailleurs le monastère, celui-là, il date du 19e siècle, mais il a été construit sur une ancienne église. Donc, mais Chouchi, c'est important que vous citiez Chouchi, parce que Chouchi, les Azéris disent, regardez, on est majoritaire à Chouchi, on avait bien raison de reprendre cette ville. Chouchi, c'est l'ancienne capitale de l'Artsakh arménien. Ça a été longtemps une capitale. Et la démographie a changé, vous savez quand ? En 1920, lorsqu'il y a une guerre entre l'Arménie et la Turquie, au moment où le délitement de l'Empire ottoman et de l'Empire russe, puisque les bolcheviks ont pris le pouvoir, il y a 20 000 Arméniens qui ont été massacrés à Chouchi. 20 000 Arméniens en moins dans une ville qui en compte 50 000, ça vous change la démographie. C'est pour ça que Chouchi aujourd'hui est majoritairement azéri. C'est parce qu'on a massacré les Arméniens qui y vivaient. Chouchi aujourd'hui, c'est une ville, c'est des pavés, c'est des petites rues, c'est vraiment une ville traditionnelle arménienne quand on promenait à l'intérieur avec une citadelle qui date du Moyen-Âge. Et c'est effectivement le bombardement de cette cathédrale Saint-Sauveur est d'autant plus immonde qu'il a été bombardé à 2 reprises, cette église. La première fois a été bombardée. Des civils sont venus pour ramasser des cons, voir s'il n'y avait pas de blessés, des journalistes russes, et elle a été bombardée une deuxième fois à ce moment-là. Et oui. Ça, c'est une méthode daéchienne. Et vous avez tweeté récemment qu'effectivement les Azéris sont actuellement en train de bâtir une zone fortifiée au sud de Chouchi. Absolument. Mais Corinne, est-ce que vous avez senti ça, enfin vous, quand je dis vous, les gens autour de vous, etc., comme quelque chose qui revenait, sans encore une fois comparer les périodes historiques. Et ce serait, enfin... Bien évidemment, lorsqu'on a vu la violence, c'était d'une violence inouïe. Plus aujourd'hui, ce qui s'est passé aussi, c'est que cette guerre, elle a été en direct sur les réseaux sociaux. On a vu, comme le disait Monsieur Buisson, on avait l'impression que c'était une poignée d'Arméniens qui se battaient contre une hydre à 3 têtes. L'Azerbaïdjan, la Turquie, qui est venue soutenir dès les premiers jours l'Azerbaïdjan, mais aussi les mercenaires des uns et des autres. Donc, pour nous, ça a été, on avait l'impression que ça recommençait. Ça a recommencé, c'est-à-dire que tout de suite, moi j'ai des images toutes ces images du génocide de 1915 qui sont remontées à la surface, bien évidemment. Et puis de voir cette violence et qu'est-ce qui se passe aussi lorsque on continue à vouloir supprimer d'un territoire les traces, l'empreinte de ces chrétiens qui datent par moments effectivement du IVe siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye, de supprimer tout ce qui peut rappeler la présence des Arméniens sur Terre. Comme si les Arméniens, aujourd'hui, c'était une incongruité de la nature et qu'il faut absolument les supprimer du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. N'oublions pas que tout atteste de la présence chrétienne des Arméniens sur cette terre. Tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une église arménienne, mais rentrer dans une église arménienne, c'est comme si vous rentriez dans un mystère. C'est le mystère de tous ces édifices qui sont debout malgré toutes ces pages noires, malgré toutes ces tragédies. Donc, ce ne sont pas des vieilles pierres, c'est des pierres qui attestent de la présence des Arméniens depuis... Le 1er siècle. Mais même dans l'Antiquité, regardez les livres d'Hérodote, de Xénophon, qui parlait déjà de l'Artsakh comme un pays arménien de par son peuple, de par sa foi, de par ses monuments, de par ses édifices. Il y a plus de 10 000 monuments qui attestent de la présence arménienne en Artsakh. Et puis on s'est vite rendu compte, effectivement, M. Buisson parlait des dommages, mais c'est vrai que de voir d'un côté ces militaires se battre avec des armes qui dataient de 1994 contre des militaires qui, eux, y étaient assis bien tranquillement en train d'appuyer sur des boutons pour envoyer des drones. Pour moi, c'est pas une guerre. Pour moi, c'est la lâcheté. Enfin, c'est la guerre moderne qui se passe à 2000 km.
Totalement asymétrique. Alors Corinne, justement, racontez-nous, parce que vous, une partie de votre famille, effectivement, a survécu au génocide de 1915. Que vous a raconté à l'époque votre grand-père ? Votre famille est arrivée à Marseille dans les années 20. Donc, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu 1 500 000 morts. Les portes de l'enfer se sont fermées sur toutes ces âmes. Et les rescapés, comme les appellent les Turcs, les restes de l'épée, parce que c'est comme ça que les Turcs appellent les Arméniens, les rescapés, sont arrivés. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Et les Arméniens se sont répartis sur 5 continents. On parlait tout à l'heure du Liban. Ils sont allés aussi au Canada, en Argentine, aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que votre France famille a choisi la France à l'époque? Alors, moi, je sais que mon oncle, qui était arrivé aussi avec son frère, donc avec mon grand-père, est allé, lui, aux États-Unis. Et mon grand-père nous a toujours dit, nous, on a choisi la France, de rester en France, parce que pour nous, la France, c'était le pays des droits de l'homme, parce que la France, c'était la liberté, parce que la France, c'était Victor Hugo, la défense des opprimés, et parce que la France, c'était Jean Jaurès. Vous parliez tout à l'heure d'Anatole France, mais Jean Jaurès a été ils ont été ces arménophiles, comme on les appelait. Ce sont ces consciences qui se sont élevées au moment du massacre des Hamidiens, d'Abdulhamid II. Ça a été cette conscience qui a réveillé la France, comme aujourd'hui, la conscience qui a réveillé la France, justement, au moment de ce conflit. Ça a été les journalistes qui sont allés en observateur, mais ça a été aussi les sénateurs, les parlementaires qui sont allés voir ce qui se passe, parce que moi je trouve qu'il faut du courage aujourd'hui pour dire les choses. Il faut du courage pour aller chercher la vérité et pour la dire, cette vérité. Donc, et comme disait Peggy, il faut dire ce que l'on voit, mais ce qui est surtout plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. De voir ce qu'on dit. Absolument. Le circuler, il n'y a rien à voir aujourd'hui. Non, mais tout à fait. Et dites-moi, Corinne, donc à l'époque, dans les années 20, comment votre famille a-t-elle été accueillie donc en France? Alors, il y a eu, comme partout, des personnes qui étaient heureuses de voir arriver les Arméniens, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle les arménophobes. Moi, mon grand-père me disait, quand on est arrivé, on nous disait « Arménien, tête de chien, mange ta soupe et dis plus rien ». Mais moi, ça m'avait révolté. Et moi, aussi Parigot, tête de veau. Hein. Oui. Et moi, ça m'avait révolté, mais... Comment il réagissait à ces insultes? Il me disait, mais nous... on venait de quitter l'enfer. Donc ces paroles-là, on les a pas entendues ou franchement on les a pas. Et surtout, ils ont réagi comme ont réagi la plupart des Arméniens. Ils ont fait en sorte d'être encore plus français que les Français. Absolument. Oui, parce que l'intégration, c'était très important pour eux, donc de ils vivre sont comme arrivés, les Français. Exactement. Eux, ils sont arrivés dans les années 20, donc ils sont arrivés à Marseille. Moi, mon grand-père, il avait entendu parler, donc après un passage dans les camps de Odo, de Mirabeau. Alors, ça a des très jolis noms, mais c'était des camps d'une insalubrité incroyable. Hein. Ils sont allés à Gardanne, parce que mon grand-père avait entendu parler que là-bas, on recrutait des mineurs. Donc il a travaillé dans les mines de charbon à Gardanne. Et mon autre grand-père paternel, lui, est allé à Saint-Marcel, dans la banlieue de Marseille, chez Coder, parce qu'il avait entendu parler justement de cette entreprise qui recrutait des Arméniens. Et ceux qui ne trouvaient pas de travail dans la banlieue marseillaise, ils sont allés dans le sillon rhodanien, où il y avait des bassins d'emploi, justement, dans les filatures, les soieries, mais aussi les aciéries de la Marine nationale, et également les chaussures à Valence, les chaussures à Valence, chez Pelé. Et donc le sillon rhodanien. Et d'ailleurs, c'est Édouard Herriot et Antoine Pinet, qui était le maire de Saint-Chamond, qui, lorsque les Français leur disaient mais il n'y a pas de travail, et il leur disait mais allez voir, regardez ce que font les Arméniens. Dans la journée, ils sont toute la semaine, ils sont dans les usines, et le samedi et le dimanche, ils vont faire les marchés. Et ceux qui n'avaient pas trouvé de travail dans le sillon rhodanien, ils allaient dans la banlieue parisienne, dans les biscuiteries, mais aussi chez Citroën, Renault, et aussi d'autres. On entend beaucoup aujourd'hui ici les Moulineaux, à Clamart, et justement ici à Alfortville, il y a tout un quartier. Il y a tout un quartier. On leur avait attribué les zones marécageuses d'Alfortville. Ils en ont fait des vergers. Et quelques années plus tard, cette partie, ce quartier d'Alfortville, qui était le quartier de l'île Saint-Pierre, est devenu Armenville. Et aujourd'hui,
partout dans ces parce qu'on les a appelés les petites Arménies. La petite Arménie du sud de la France, du sillon rhodanien, à Grenoble, à Lyon, à Dessines, et également autour de Paris. C'est devenu des petites Arménies. Et au fil de leur installation, de leur intégration, ils n'ont eu de cesse de construire leurs églises, leurs propres églises, mais aussi des écoles pour la langue, pour diffuser la langue. Extraordinaire. Et tout en gardant... Donc c'est ça qu'on a voulu aussi montrer dans le livre. C'est comment on peut aimer sa patrie, la France, tout en restant fidèle à son identité, son histoire, sa culture et sa foi. Et oui, et dans votre livre, vous citez Alexandre Dumas qui disait « C'est en Arménie qu'était situé le paradis, c'est en Arménie que s'est repeuplé le monde détruit, c'est en Arménie que Noé, le patron des buveurs, a planté la vigne et essayé la puissance du vin. » Et oui, l'Arménie, c'est le berceau du monde, André Berkoff. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on continue d'en parler avec nos invités. Magnifique poème d'Aragon pour célébrer l'affiche rouge, chantée et composée évidemment par Léo Ferré, un des plus beaux albums de la langue française et de la chanson française. Et c'est dédié à qui ? C'est dédié à un héros de la résistance qui s'appelait Missak Manouchian. Et Aragon a écrit ce poème après avoir lu la lettre que Missak Manouchian a écrit à sa femme quelques heures avant son exécution, le 21 février 1944, avec 22 autres agents de son réseau. Et c'était justement cette affiche rouge terrible. On va en parler, Céline. Cette affiche rouge, justement, on parle d'immigration, etc. Des immigrés qui sont morts pour la France, au sens le plus vrai et littéral du terme. Et oui, cet homme est le symbole de l'attachement de la diaspora arménienne à la France, André Berkoff. Alors que doit-on aux Arméniens ? Être arménien aujourd'hui, ça veut dire quoi ? On en parle avec nos invités, Jean-Christophe Buisson, qui est directeur adjoint du Figaro Magazine, et avec Corinne Zarzavadjian, donc qui publie l'Arménie et les Arméniens de A à Z aux éditions Grune, un livre passionnant sur l'histoire, la culture et la mémoire de la communauté arménienne. Alors Corinne, racontez-nous qui était Missak Manouchian. Alors, Missak Manouchian, c'est pour nous un héros national, mais c'est aussi un héros national pour la France. Et il symbolise à lui seul, en fait, l'engagement de tous ces Arméniens de la Première à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on parle de Missak Manouchian pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier aussi tous ces soldats qui ont combattu dans les tranchées, les chemins des dames, Verdun, 14-18, et ils sont nombreux. Et en fait, Missak Manouchian, avant d'être l'objet de ce magnifique poème d'Aragon et de la chanson de Léo Ferré, c'est aussi un poète, c'est aussi un érudit, et c'est un peu la mythologie, ce Janus à deux visages. D'un côté le poète et d'un autre côté cet homme qui contraint à l'exode. Toute sa famille est massacrée pendant le génocide de 1915. Il a 9 ans avec son frère et ils sont recueillis dans un orphelinat en Syrie. Ils vont arriver en 1924 à Marseille. Il rentre il travaille chez Citroën et il va en parallèle. C'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un de très délicat et il va rentrer. Il va prendre des cours à la Sorbonne et à la suite d'une manifestation anti-parlementaire, il rentre au Parti communiste en 1934. Et à partir de ce moment-là, son combat avec sa femme Mélinée sera la lutte contre les dictatures et contre les nazis. Et il fait partie donc du mouvement, il prend la tête du mouvement des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre émigrés. FTP-MOI. Et il sera, en novembre 1943, il sera pris dans une embuscade par les Allemands et il sera fusillé et mort pour la France en 1944. Mais et oui, il sera fusillé avec 22 autres agents de son réseau. Absolument. Et c'est à ses accusateurs lors du procès, qui est en fait, il a eu un procès mais qui est une vraie parodie, il s'écria: vous avez hérité de la nationalité française, mais nous l'avons méritée. Et je pense que cette phrase,
elle est pour moi, c'est très parlant. C'est très parlant. Oui, elle me bouleverse. En tout cas, vous exprimez. Robert Guédiguian, d'ailleurs, en fait un film qui sera L'Affiche rouge, l'Armée du crime, pardon, qui racontera en fait cet engagement, mais aussi l'engagement de tous ces immigrés pendant la guerre et tous ces hommes, ces femmes qui sont morts sous le drapeau français. Et oui, dans votre livre, justement, vous exprimez le vœu pour que les membres de l'Affiche rouge donc, soient inhumés au Panthéon. Absolument. Et oui. En tout cas, des années après la mort de Manouchian, eh bien, André, beaucoup de couples aujourd'hui donnent encore ce prénom de Missak à leurs enfants. Alors, dans votre livre, Corinne, qui est un dictionnaire amoureux de l'Arménie, à la lettre A, vous racontez une très jolie anecdote à propos de Aznavour, une anecdote qui le liait à Piaf. Racontez-nous. En fait, Aznavour... Aznavour était le collaborateur de Piaf, était presque au début, vous savez, ça je le sais par le concierge de Kobala Palace à Rio, était le porteur de valises de Piaf tout à fait, départ, tout à fait. vrai. Il m'a raconté ça parce qu'il a engagé Piaf et elle a dit Charles va chercher les valises. C'était le petit Charles. En fait, on est en janvier 1947, il est dans un studio d'enregistrement, il enregistre une chanson et il entend un rire dans la salle. Et c'était Piaf qui, à la suite de cet enregistrement, l'invite chez lui avec toute sa cour et elle lui demande est-ce que tu es juif? Alors il dit non, je suis arménien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il lui dit c'est trop long à vous expliquer. Il dit bon, c'est pas grave, laisse tomber. Voilà, il aimait raconter cette anecdote et qui le liait à la môme Piaf et qui. Oui, c'est joli. Oui, c'est joli. En tout cas, alors. Être arménien aujourd'hui, comment définir effectivement cela? Être arménien, c'est faire partie d'une histoire qui s'étend sur plusieurs millénaires. Être arménien aujourd'hui, c'est partager un patrimoine d'une grande beauté, d'une grande richesse, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une magnifique exposition qui s'appelle Armenia Sacra en 2007 au Louvre. Être arménien, c'est être fidèle à sa foi. Arménien, il faut rappeler que l'Arménie, c'est le premier État chrétien de l'histoire. C'est le premier peuple à avoir adopté la chrétienté en 301, grâce à la conversion par Grégoire d'Illuminateur. Oui, c'est avant le IVe siècle, effectivement. C'est avant l'Empire romain. C'est 75 ans avant l'Empire romain. D'accord. Mais être arménien, c'est aussi partager cette générosité. Être arménien, c'est aussi mettre l'être humain au cœur de ses préoccupations, et ça a toujours été le leitmotiv, l'ADN des Arméniens. Mais être arménien, c'est aussi s'engager chaque 24 avril pour la reconnaissance du génocide et la souveraineté de l'État arménien. Et puis être arménien, c'est vivre ensemble. Et c'est pas pour rien qu'en 2017, au 17e sommet de la francophonie à Yerevan, le slogan qui a été utilisé, c'est « vivre ensemble ». Parce que les Arméniens ont au cœur, chevillé au cœur, ce slogan qui est « vivre ensemble » et se respecter les uns les autres et accepter la différence. Si je peux rajouter deux choses à ce qu'a dit Corinne. La première, c'est à propos de vivre ensemble. Un jeune soldat sur le front pendant le conflit, à qui je demandais s'il était possible de vivre avec les Azéris, il disait, mais nous, on est tout à fait partants pour vivre ensemble avec les Azéris, mais eux ne sont pas d'accord pour que nous vivions, tout court. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, si vous permettez, Corinne, il y a quelque chose qui caractérise les Arméniens, et je peux le dire puisque je ne suis pas arménien du tout, c'est cette capacité de résilience phénoménale. C'est-à-dire qu'ils ont survécu à des massacres, des occupations, des invasions depuis 20 siècles. Ça a commencé par les Mèdes, les Romains, les Byzantins, les Perses, les Turcs, les Arabes, les Mongols, les Russes. Ils ont survécu à tout ça, ils ont survécu au génocide, et à chaque fois, en reconstruisant quelque chose, soit en Arménie, soit aux États-Unis, soit en France, soit partout dans le monde, et toujours avec un côté
non pas d'une certaine manière fataliste parce qu'ils croient en Dieu, mais en disant mais on va pas pleurer sur notre sort pendant 150 ans. Maintenant, on s'intègre au pays, on s'assimile, et on construit quelque chose, et on réussit. Et c'est pour ça que la diaspora est très riche, parce que ce sont des gens qui partent de rien et qui construisent et qui se reconstruisent en permanence avec toujours le souvenir des souffrances qu'ils ont vécues, mais qu'il faut dépasser, qu'il faut surpasser. Et ce qui est frappant quand on part en reportage dans un conflit comme ça et qu'on croise ces gens-là, et que vous revenez en France, je ne critique pas, et on est évidemment à se lamenter sur la crise de la pandémie dont on souffre, etc. Et qu'on met les deux en parallèle, on se dit quand même, on ne parle pas de la même chose. Il y a une souffrance physique permanente et qui est quasiment éternelle. Et en permanence, ils sont en train de dire, de toute façon, on se bat, on va essayer de se battre, on va défendre notre âme, notre identité, notre patrie. Et puis on verra, mais on n'est pas à baisser les bras et à se lamenter. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Christophe Buisson, ce qu'on dit quelquefois des Juifs, peuple à la nuque raide? Bien sûr. On peut dire ça, quand même, des Arméniens aussi. Il y a ce côté. Bien sûr. On tient. Et puis on tient. Ils sont des combattants parce qu'ils ont été forgés par le combat, mais jamais à leur initiative. Moi, ce qui m'a frappé justement, encore une fois, chez ces jeunes gens, c'est qu'il n'y a jamais de discours agressif, impérial en disant on va les chasser. Vous savez, Aliyev, quand il parle des Arméniens, il dit on va les chasser comme des chiens. Il n'y a aucun Arménien qui prétend combattre les Azéris pour les chasser, encore moins comme des chiens. Et moi, je trouve que l'animalisation de l'adversaire, c'est quelque chose qui date de la terreur, qui est toujours utilisé par tous les régimes de terreur et des régimes totalitaires. C'est vraiment une caractéristique qui me fait froid dans le dos. Les Arméniens, c'est la phrase de Chesterton. Un vrai soldat, ce n'est pas celui qui déteste celui qui est en face de lui, mais celui qui aime celui qui est là derrière lui. Et c'est ça, les Arméniens. On défend notre famille, notre identité, mais on n'est pas là pour... On se défend. On ne va pas attaquer les autres, on se défend. Et on se défend, et quand on est attaqué, quand on est agressé, quand on est piétiné, eh bien on se reconstruit. On reconstruit quelque chose en harmonie avec le pays qui nous accueille, la famille qui nous accueille. Quelque chose qui est frappant aujourd'hui. Il y a à peu près 80 à 90 000 habitants de l'Artsakh qui ont été déplacés, qui ont été chassés par cette guerre. Il y en a la moitié, 45, 50 000 qui sont revenus. Quand il y avait 90 000 déplacés en Arménie, le temps que la guerre se termine, vous n'en voyez pas un seul. Pas un seul camp. Ils ont tous été accueillis par leur famille. Il n'y a pas eu de camp de regroupement. Jamais. Alors ça, le problème, c'est que pour les médias, c'est pas spectaculaire quand des Arméniens, quand vous avez 90 000 réfugiés qui sont disséminés dans les mairies, dans leurs familles, chez des amis, tout le monde, les hôtels. Tous ont été accueillis. Les hôtels accueillaient les gens. Donc le gouvernement arménien payait l'eau et l'électricité, mais les hôtels, évidemment, accueillaient les réfugiés. Donc on les voyait, mais il fallait aller les voir, mais ils n'étaient pas dans des camps. Donc évidemment, ça fait pas des belles images. Donc après tout, s'ils sont recueillis, c'est que c'est pas si grave que ça. Je rebondis par rapport à ce que dit Jean-Christophe Buisson. C'est une anecdote que m'a raconté Patrick Knipper, qui est un chirurgien qui est allé opérer avec Levon Khachatryan à Yerevan, dans l'hôpital des Grands Brûlés. Et il me disait, lorsque je suis arrivé dans la salle d'opération, j'ai été étonné de voir des chirurgiens arméniens opérer des soldats azéris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi, les Arméniens. C'est, en fait, nous avons été nourris au respect de l'autre, au respect de l'être humain et à la vie. Les chrétiens, c'est ça, c'est respecter la vie. Bien sûr. Oui. Parlons maintenant... On aime la vie plus que ce qu'on aime la mort. Voilà. Parlons maintenant de ce que l'on doit aux Arméniens. Les Arméniens ont de tout temps été des passeurs de savoir, de connaissances et d'expertise. Écrivez-vous dans votre livre, Corinne Zarzavadjian. Alors, qu'est-ce qu'on leur doit ? On leur doit... on va parler tout d'abord des croisés. Mais ça remonte encore bien plus loin. Oui, c'est surtout culturellement qu'il faudrait savoir. Mais enfin, allez-y. Oui. Les croisés, c'est quand même un épisode très très important de l'histoire. Il faut savoir qu'on est en 1080 et les Arméniens sont persécutés par les Seldjoukides. Ils vont fuir et aller dans la vallée du Taurus et plutôt du côté de la Cilicie et créer le premier royaume arménien de Cilicie. Et à ce moment-là, ça va être cette rencontre avec l'Occident qui va faire que les Arméniens vont à plusieurs reprises sauver les Francs, les croisés, d'embuscades, des Byzantines. Il y a eu une alliance immédiate et à tel point que les papes feront de Léon de Lusignan le roi d'Arménie, de Chypre et de Jérusalem. Donc les Arméniens vont être le premier peuple chrétien à sauver
les Francs, et notamment Godefroy de Bouillon, d'attaques, de persécutions et de massacres. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'il n'est pas rare de rencontrer sur le territoire français des églises qui portent le nom d'un saint arménien. Vous avez par exemple l'église Saint-Grégoire de Tallard. C'est le saint Tallard qui est allé en 363. Donc ça date pas d'hier. 363 dans les Hautes-Alpes, et c'est cette église qui porte son nom. Mais vous avez également à Pithiviers, Saint Grégoire de Pithiviers, et c'est Saint Grégoire de Nicopolis en 990 qui est arrivé à Pithiviers et qui a apporté cette fameuse recette du pain d'épices. Vous demandiez ce que les Arméniens ont aussi apporté. Et ils ont apporté aussi le café. Le café. Alors pour parler du café, peut-être pas, on peut parler de Colbert. Parce que Colbert a joué un rôle très important dans l'intégration des Arméniens. Absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Arméniens, à ce moment-là, voyant les taxes douanières très élevées en France, vont décider de partir exercer leur commerce et leur négoce en Italie. Et c'est Colbert, voyant... Enfin, stratège, voyant cette manne d'argent qui est en train de filer entre les mains, va récupérer ces Arméniens et il va les installer à Marseille. Il va... Tax-free. Exactement, tax-free à Marseille. Ils vont créer une première imprimerie de livres imprimés en arménien, mais également une académie de café, des commerces. Colbert va demander à un Arménien qui s'appelle Markara Avanchins, qui est le premier joaillier arménien, de devenir son directeur de tous les comptoirs des Indes. D'accord. Et également le café qui a été apporté en 1640 par les Arméniens à Marseille et en 1671 à Paris. Et tout Paris vivra à l'heure arménienne grâce à Pascal l'Arménien, dont le vrai nom était Arutioun, mais c'était plus compliqué à prononcer. Donc on l'appellera Pascal l'Arménien, qui a ouvert le premier commerce de café. Et ce sont les Arméniens qui auront très vite compris qu'en même temps de vendre du café, il faut vendre aussi du tabac. Et Merci les Arméniens, moi personnellement, parce que je suis addict au café. Et vous savez qu'à l'époque, quand même, le café était quand même considéré comme une boisson maudite en raison de sa couleur noire. Alors merci à vous les Arméniens. On continue donc de parler de votre pays. J'adore quand Corinne Zarzavadjian parle de gens qui ont des noms difficiles à prononcer. Oui, c'est ça. C'est bien. Et l'Arménie et les Arméniens, on continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos invités, avec vous, chers auditeurs. Que pensez-vous du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Êtes-vous inquiet pour l'avenir du peuple arménien? Appelez tout de suite le 0826 300 300. Dans un instant, on vous donne la parole. Écoutez ça pendant des heures. C'est extraordinaire, effectivement. Le doudouk symbolise à lui seul l'âme et le cœur des Arméniens, écrivez-vous. Corinne Zarzavadjian dans l'Arménie et les Arméniens de A à Z, paru chez Grund. Ce livre que vous avez coécrit donc avec votre frère Richard est préfacé effectivement par Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre. À propos de la résilience, on en a parlé il y a quelques instants sur Sud Radio. Vous teniez à nous lire un poème. Oui, c'est un poème qui a été écrit par William Saroyan, justement suite au génocide de 1915. Il écrit « J'aimerais voir quelle force au monde peut détruire cette petite tribu de gens sans importance, dont l'histoire est terminée, dont les guerres ont été perdues, dont les structures se sont écroulées, dont la littérature n'est plus lue, dont la musique n'est plus écoutée, dont les prières ne sont plus exaucées. Allez-y, détruisez l'Arménie et voyez si vous pouvez le faire. Envoyez-les dans le désert, laissez-les sans pain ni eau. Brûlez leurs maisons, détruisez leurs églises. Voyez alors, s'ils ne riront pas de nouveau, s'ils ne chanteront pas de nouveau, s'ils ne danseront pas de nouveau, s'ils ne prieront pas de nouveau, car il suffirait que 2 d'entre eux se rencontrent n'importe où dans le monde pour qu'ils créent ensemble une nouvelle Arménie. Ben, c'est superbe. Justement, Jean-Christophe, parce que j'ai quelque chose qui illustre tellement ce que vous venez de dire. Ouais. Pendant le conflit, à Yerevan, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Sevak Avanessian. Sevak Avanessian, c'est un grand violoncelliste qui appartient à l'Orchestre national de Belgique et qui a décidé de venir en Arménie pour prêter main forte à l'Arménien quand l'Artsakh a été attaqué par l'Azerbaïdjan. Ouais. Et comment il a décidé ça? Un jour, il joue un concert, et le soir, il voit sur les réseaux sociaux la cathédrale de Chouchi, dont on parlait en début d'émission, qui vient d'être bombardée. Il prend un billet d'avion
il arrive à Yerevan, de Yerevan il va à Chouchi, sous les bombes, il s'installe à l'intérieur de la cathédrale de Chouchi, il sort son violoncelle et il se met à jouer dans les ruines. Vous pouvez voir cette séquence sur YouTube. Et il avait prévu de jouer, je ne sais plus, du Bach, quelque chose. Et ce qui est sorti de ses mains, c'est Komitas. Komitas, c'est ce grand prêtre et musicien qui a échappé au génocide, qui est venu en France, qui est devenu fou en France, à force de voir que personne ne parlait de ce génocide, et qui est un compositeur, qui est le plus grand compositeur arménien du XXe siècle. Et il s'est mis à jouer La Grue, qui est un morceau très connu de Komitas, qui n'avait pas joué depuis 25 ans. C'est ça qui est sorti dans cet endroit. Qu'il n'avait pas prévu et c'est rien sorti. Du tout. Et c'est sorti. Et ce garçon est extraordinaire, parce que quand vous le croisez, il mesure 1m95, il est costaud comme une armoire, il est violoncelliste, et par ailleurs, son autre métier dans sa vie, il est champion d'Europe de kickboxing. Vous voyez le personnage. Mais c'est ça l'Arménien. On parlait de la musique, de la culture avec l'Arménie. C'est ça. On est dans la guerre. Et bien je vais jouer, je vais faire parler aux anges, parler à la nature dans ce chaos. Et la musique, qui est la poésie, qui recrée quelque chose qui relève de Dieu, du divin, et puis de l'humanité. Dans ce chaos, la pointe d'humanité, c'est ça, c'est la musique qui nous vient de là-haut. On peut juste, Jean-Christophe Buisson, on peut le trouver sur YouTube. Oui, Seva Cavanesyan, il s'appelle, la cathédrale de Chouchi. Regardez, c'est magnifique. Alors Jean-Christophe Buisson, vous qui avez, je rappelle que vous avez été donc à plusieurs reprises en Arménie depuis le début du conflit dans l'Artsakh, depuis donc le 27 septembre dernier, pour le Figaro Magazine. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes confiant quant à l'avenir du peuple arménien ? Moins que les Arméniens eux-mêmes, même eux, je le crains. Non, je suis pas du tout confiant, parce que à écouter les discours militaristes à la fois de Erdogan et de Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, on sent bien que ça ne suffit pas. Cette situation d'ailleurs est très précaire. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé le 9 novembre sous l'égide de la Russie, en dehors du groupe de Minsk, donc de la France et des États-Unis, occupé par autre chose, qui mentionne par exemple un couloir, ce fameux couloir qui serait géré par les Azéris au sein même du territoire arménien, qui ne prévoit pas le statut de l'Artsakh arménien aujourd'hui. On ne sait pas très bien ce que ça va devenir. Il y a des Russes qui sont installés, qui aujourd'hui protègent la population arménienne, et qui fait un petit peu peur quand même aux Azéris, parce que les Russes, c'est quand même pas rien. Mais on sent bien qu'il y a une tension, parce qu'aujourd'hui, il y a des frontières, la ligne de contact entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il n'y a plus ces fameux districts qui ont été récupérés par l'Azerbaïdjan, elle est là, et cette frontière n'existe pas. Cette frontière sont des collines, on est à 1500, 1800, 2000 mètres d'altitude. Vous avez des paysans qui font paître leurs chèvres. Un jour, il y a une chèvre qui ira paître un petit peu plus loin. Le paysan ira la chercher et il se fera tirer dessus en disant « Ah là, il a franchi la frontière ». Mais la frontière n'est matérialisée nulle part sur 200 ou 300 km. Et on voit bien, il y a des endroits où vous avez des postes frontières. Un Arménien, ils sont à 15 mètres l'un de l'autre, face à face. Et ils se regardent toute la journée en chien de faïence. Puis de temps en temps, il y en a un qui tire en l'air. Et on sent bien qu'il y aura des provocations, qu'il y aura des incidents de frontières qui peuvent déboucher, effectivement, notamment de la part de l'Azerbaïdjan, qui n'arrête pas de dire qu'ils ne s'arrêteront pas là. Et Corinne, vous êtes optimiste ou pessimiste? Enfin, d'abord, l'Arménie, elle va rester. Elle restera, non, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des villages... Même la République arménienne. Mais non, par exemple, le Siounik, qui est la région du sud de l'Arménie, est revendiqué avec un nom azéri. Tous les incidents dont on entend parler ces derniers jours, à Chournik, à Vorotan, etc., ce sont des villages qui sont dans le territoire de la République d'Arménie. Et que les Azerbaïdjans convoitent aussi. Convoitent aussi pour des raisons économiques, parce qu'il y a des mines de cuivre, des mines d'or dans cette région, et puis que c'est un élargissement de ce fameux couloir. Ils se sentent tout permis, ils se sentent tout autorisés, puisque ce qu'ils ont fait n'a pas été sanctionné, même pas par une réprobation, encore moins de sanctions, de menaces, de quoi que ce soit. Pourquoi s'arrêter là? Eux, leur objectif, c'est que toute cette région soit turque. Et dans le silence assourdissant de l'Occident, comme d'habitude. Et oui, il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a à peu près plus d'une centaine d'églises qui sont sous le contrôle azéri. Il y a 4000 monuments historiques, pas seulement religieux, qui sont dans l'Artsakh, et il y en a 1500 qui sont passés sous administration azérie, dont des monastères, dont des fontaines, dont des chapelles, dont des cimetières, dont des ratchkars, ces fameuses stèles de pierre, de croix. Et tout ça, on ne sait pas dans quel temps on va les retrouver. On a de quoi s'inquiéter pour l'Arménie. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio. Corinne Zarzavadjian, je rappelle que votre livre L'Arménie et les Arméniens de A à Z est paru chez Grund, et que les droits d'auteur donc sont reversés au fonds Arménie au profit des réfugiés donc de l'Artsakh. Vous serez bientôt en tournée, on l'espère, dans toute la France avec votre spectacle, donc Zarzavadjian, un nom à coucher dehors. Autre beau livre à lire absolument, c'est le vôtre, Jean-Christophe Buisson, Napoléon, l'esprit des lieux, publié chez Michel Lafon. Et avec André Berkoff, bientôt on consacrera une émission spéciale à l'empereur. Alors tout de suite, c'est Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Aujourd'hui, elle reçoit Michel Odoul pour parler des rythmes de notre destinée.